Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Camille, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans un podcast. Je suis ravie de te recevoir. Dans ce lieu finalement assez emblématique puisqu'on est rue de la Paix. Je vais te demander de te présenter un tout petit peu plus tard, mais c'est vrai que je suis assez étonnée parce qu'en fait, après une carrière dont tu vas nous parler, tu as décidé de relancer une grande et belle endormie qui est la marque Vever, créée, je crois, en 1821. Mais sans plus tarder, enfin, en gros, ce que je veux te dire, c'est que tu es une entrepreneuse de luxe responsable. Et c'est un peu ça l'optique et l'objectif de cet entretien, c'est d'expliquer d'une part ce virage à 180 degrés. Et ensuite, qu'est-ce que ça implique d'être entrepreneuse de luxe responsable. Donc déjà, est-ce que tu peux te présenter d'un point de vue peut-être perso et pro en nous disant que ce que tu as envie de nous dire. Ok, top. Merci Estelle. Moi aussi, je suis ravie d'être là avec toi. Donc, pour me présenter, donc je m'appelle Camille Vever, j'ai 43 ans. Je suis triplée, je suis issue d'une famille nombreuse. C'est incroyable, triplée. Avec 2 frères, c'est ça? Ouais, non, 3 frères. J'ai 2 frères jumeaux, un petit frère et une grande sœur. Oui, ce que je voulais dire, c'est que tu es issue de triplé avec 2 frères. Avec 2 frères, ouais, c'est ça. Exactement. Ça, c'est assez important aussi parce que c'est aussi comme ça que je me suis construite en fait au sein d'une famille nombreuse, entourée quand même beaucoup de garçons, et donc c'est vrai qu'il fallait quand même avoir une personnalité assez affirmée pour se faire entendre. Donc, je suis née en 1979 à Neuilly. J'ai habité ensuite 8 ans en Belgique parce que mon père travaillait dans les institutions européennes. Ouais. Voilà. Ensuite, j'ai passé ma scolarité à Neuilly et ta maman, sur Seine. Quoi? Alors, maman, en fait, maman était c'est une femme qui est assez brillante puisqu'elle a fait Sciences Po. Mais en fait, elle s'est arrêtée de travailler assez rapidement puisque voilà, quand elle a eu les triplés. Tu peux pas résister au choc. Elle est passée de 1 à 4, comme on dit. Alors déjà, moi, avec 2, j'ai du mal. Alors là, de 1 à 4, 3 du même âge. Je peux même pas imaginer. Non, ouais. Des jeunes, en plus, à mon avis. Non, mais voilà. Ma sœur, en plus, à l'époque, avait 3 ans, quoi. Donc, 3 ans plus genre des triplés. Donc forcément, elle a dû s'arrêter de travailler. Je pense que ça a été difficile pour elle. C'était difficile parce que c'était quand même quelqu'un d'assez brillant, qui avait fait des bonnes études et tout. Et ensuite, maman quand on est devenu plus grand, elle a été prof d'anglais en fait. D'accord. Donc voilà. Donc moi j'ai fait ma scolarité à Neuilly-sur-Seine et Dauphine ensuite, non? Ouais, voilà. Ensuite j'ai fait Dauphine. J'ai fait un master de droit à Malakoff et ensuite j'ai fait un master de finance à l'ESCP. Voilà. Et à l'époque, je savais déjà que je voulais relancer la maison de joaillerie Vever. Ça, c'était ma grande question. Je le savais. Ça te trottait déjà dans la tête. J'avais ma petite voix. J'ai souvent des petites voix et puis je les entends pas. Hein. Voilà. Mais comme tous, hein. En fait, c'est lorsque ma grand-mère m'a offert un bijou à l'âge de 16 ans, un bijou Vever, c'est le fait de découvrir mon nom en fait écrit sur l'écrin. Ça m'a semblé être une évidence en fait. Je me suis dit mais c'est tellement dommage que cette joaillerie soit enfermée dans des musées, je veux la rendre vivante. Et je me suis dit un jour je réveillerai la maison de joaillerie familiale. Mais bon, j'avais 16 ans donc c'est quand même un peu mais j'avais cette idée en tête et ça m'a jamais vraiment quittée en fait. D'accord. Voilà, après en effet, j'étais à Dauphine donc j'ai plutôt un profil financier donc j'ai commencé ma carrière je suis allée chez EY, Ernst & Young, dans le département Transaction Services. Donc, j'ai fait des due deals d'acquisition. Hein.
Donc des audits d'acquisition. Lorsqu'une boîte veut racheter une société, elle fait un diagnostic financier extrêmement précis. Donc moi, je travaillais, c'est ce que je faisais. Donc c'est un peu comme une prépa. Hein. On bosse jusqu'à 2h du mat. On n'a pas de vie, on n'a pas de week-end. Je sais ce que c'est. Voilà. Voilà, c'est vrai que toi, t'as bossé en conseil en strat, donc c'est pareil. Je vois. Et puis en cabinet d'avocat. Enfin, c'est pareil. Mes interlocuteurs, c'est ça. C'est les cabinets d'avocats, et conseils en strat, etc. Donc ça, j'ai fait ça pendant 5-6 ans quand même. Et puis, je suis vite partie pour aller en corporate, donc en entreprise, pour pouvoir moi-même en fait gérer les investissements et les fusions-acquisitions. Donc je suis allée chez TF1, où j'étais à la direction de la strat et en fusion-acquisition. Donc là, en gros, tu travailles aussi bien sur des sujets de croissance organique, du type l'élargissement de la TNT, les nouvelles chaînes, les appels à candidature, etc., que sur des sujets d'acquisition et de pure croissance externe. Mais c'est vrai que chez TF1, on va dire que la croissance externe ne faisait pas vraiment partie des sujets prioritaires. Donc à l'époque, donc en fait très rapidement, entre guillemets, je me suis un peu ennuyée et en fait j'ai été chassée pour aller en Belgique et pour travailler dans un groupe de laboratoire d'analyse qui s'appelle Eurofins, qui fait partie du CAC 40 maintenant, pour être responsable des fusions-acquisitions sur la France. Incroyable. Donc top, surtout que moi, en fait, j'avais jamais fait vraiment de deal chez TF1. Et c'est ça qui est amusant, c'est qu'ils cherchaient quand même quelqu'un vraiment d'expérimenté parce que l'idée, c'est quand même de gérer les FUSAC et quand même chez Eurofins, c'était quand même une 20aine d'acquisitions par an, donc c'est quand même pas n'importe quoi. Et je dis ça par rapport aux auditeurs parce que moi, quand je suis allée là-bas, que j'ai passé les entretiens et tout, bon, bien sûr, je me suis vachement renseignée sur vraiment tous les aspects de fusion-acquisition que j'avais pas vu, tout ce qui était négociation, tout ce qui était comment se passait un deal, etc. Mais moi, j'avais jamais fait de vraiment un deal de A à Z. Et c'est vrai que j'ai menti pendant l'entretien. J'ai dit que bien évidemment, j'avais fait des deals, que j'avais une forte expérience et tout. Donc j'ai été prise. Ouais. Mais j'étais censée gérer tout de A à Z en fait. Et quand j'ai eu mon premier deal, moi, je m'étais dit, c'est pas grave, tu vas plus bosser, il faut bien choisir tes avocats, Et donc, j'y suis arrivée. Et je me souviens très bien de mon boss, d'un de mes boss de l'époque, qui s'appelait David Beno, d'ailleurs, et qui m'avait laissé un message en me disant bravo Camille pour ce deal exceptionnel. Et dans ma tête, je me disais, mais s'il savait que c'était mon premier deal, c'était trop drôle. T'es restée combien de temps du coup chez Eurofins ? Chez Eurofins, je pense que je suis restée 3 ans et demi, à peu près. Et après, t'es partie chez Kérus Biopharma. Voilà. Alors en fait, ce qui s'est passé, alors moi, j'étais quand même souvent à la bougeotte. Et donc j'ai fait. J'espère que tu l'auras plus. Non, là, non, c'est sûr que non. Et en fait, j'avais fait pas mal de FUSAC et donc entre guillemets, j'avais fait un peu le tour. Oui, je comprends. Et donc je voulais plutôt être dans de l'opérationnel. D'accord. Vraiment. Et en fait, le directeur financier de Kérus, qui avait travaillé avec moi chez EY, m'a appelé et m'a dit, écoute Camille, on cherche un bras droit pour le directeur général qui dirige une CRO. Donc une CRO, c'est une société en fait qui travaille pour le compte de laboratoires pharmaceutiques. Il me dit, on comprend pas grand-chose. Les chiffres sont nébuleux, on ne sait pas si les projets sont rentables ou pas, il y a des problématiques de qualité, mais bon, c'est le grand flou. Est-ce que tu pourrais venir, est-ce que t'intéresserais de l'aider, de faire un petit audit, de voir les plans d'action à mettre en place. Donc un sujet un peu réorganisation opérationnelle, analyse, strat et tout. Donc j'ai dit OK, donc je rencontre le fameux DG, je comprends absolument rien à ce qu'il me dit. Et je me dis, c'est pas grave, ça a l'air d'être super intéressant. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé, je suis partie. Et en fait, au bout de 6 mois, j'ai remplacé le DG. Donc, je suis devenue DG, en fait, de Kérus Biopharma. Donc, voilà. Donc, c'était une CRO. Il y avait 250 personnes, quand même. Donc, tu dirigeais opérationnellement 250 personnes. Voilà. Et il y avait plusieurs filiales. En fait, c'est un mini-groupe, plusieurs filiales dans le monde. Et ce qui était compliqué là, c'est juste que j'étais quand même une jeune femme, quoi. Franchement, j'avais genre 35 ans. Je connaissais absolument rien
tout ce qui était scientifique. Et là, c'était vraiment sur les tests cliniques. J'étais entourée que de gens hyper calibrés, des scientifiques, etc. Et donc, ce qui a été très challenging, c'est arriver à se faire accepter, alors qu'on est une femme, qu'on a 35 ans, qu'on connaît rien au sujet, qu'on n'a jamais géré une boîte, et arriver à montrer sa valeur ajoutée, quoi. Et c'est vrai que Eric Cohen, qui est le PDG de tout le groupe Kérus, m'a fait confiance et m'a donné une chance, quoi, inouïe en fait, de me donner des clés finalement. T'es restée combien de temps du coup ? Du coup, je suis restée 3 ans. Mais c'est ton truc, quoi, 3 ans. Voilà. Et en fait, je suis restée 3 ans, mais parce qu'en fait, c'est là où je me suis sentie capable de relancer la joaillerie. Il te fallait ça, ouais. Parce que, voilà, il me fallait ça. En fait, j'ai pu me confronter à des problématiques opérationnelles. Et avant, j'avais jamais vraiment eu de... Voilà, je m'occupais pas des RH, je sais pas, moi, je m'occupais pas de la com, je m'occupais pas de l'assurance qualité, je m'occupais pas des opérations, des problématiques qu'on pouvait avoir des clients, je m'occupais pas du développement commercial. Et tout ça, il a fallu forcément que je m'en occupe. Et dans un milieu que je connaissais pas, en fait. Donc, tu avais besoin de cet exercice, c'est-à-dire de te retrouver confronté à des difficultés, de les surmonter, etc. Et c'est à ce moment-là que tu as senti que tu étais mûre et prête. C'est ça ? Ouais, en fait, quand j'ai vu ce que j'étais parvenue à faire avec les équipes et tout, en fait, je me suis dit, mais en fait, je pense que on peut, quoi. Je pourrais vraiment arriver à relancer la maison de joaillerie ou n'importe quel autre business, entre guillemets. Après, la clé, c'est faire une bonne analyse déjà stratégique. C'est hyper important. C'est la première chose que j'ai faite du secteur, de la concurrence, mon business model, comment je me positionne par rapport à... T'as quitté ton job avant de faire ça ou tu l'as fait en parallèle ? Je l'ai fait. En fait, j'en ai parlé à Eric Cohen. C'est ça, au bout de 3 ans, je lui ai dit, écoute, Eric, voilà, j'ai un projet d'entrepreneur. Je peux pas t'en parler pour le moment. Mais moi, je veux t'aider pour la transition et tout. Donc, en fait, oui, toute mon analyse strat et tout, je l'ai faite lorsque j'étais, en effet, DG de Kérus Biopharma. En quoi consistait justement aujourd'hui je pense que tu peux en parler pendant des heures, mais si tu veux, quand on réhabilite une marque qui a quand même une histoire assez lourde, parce que j'ai cru comprendre quand même que Vever, à son époque, c'était quand même une marque extrêmement connue, portée par des égéries, elle-même connue. C'est quoi le premier... alors, tu m'as dit, j'ai fait une étude stratégique du secteur, etc., mais... tu t'es dit comment je vais faire pour l'adapter au monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ma question, c'est de savoir, puisque tu as décidé d'en faire une marque éco-responsable, j'aime pas trop ce terme, parce que pour la joaillerie, c'est bizarre d'utiliser le terme éco-responsable, mais ça t'a paru comme une évidence, en fait, de faire ce pont entre, on va dire, l'écologie au sens large et une marque ancienne. Parce que si tu veux, c'est pas évident en soi. C'est-à-dire, tu peux très bien dire... je vais repartir comme avant, je vais continuer à faire comme avant, etc. Mais pour toi, ce pont, alors, normal oui, alors déjà, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois très bien. Je vais t'expliquer. Alors déjà, moi, je suis vraiment quelqu'un de conviction. Donc quand j'ai voulu relancer la maison, donc le Covid, ça débutait en Chine. On pouvait pas du tout présager la crise qu'il allait avoir, et donc tous ces sujets également qui vont avec, de responsabilité sociale, environnementale, etc., etc. Mais quand j'ai voulu relancer la maison, je savais déjà que je voulais proposer une joaillerie qu'on appelle responsable de l'homme et de la nature. Donc déjà, moi, c'était quelque chose qui était évident. Et puis j'ai regardé tout ce qui s'offrait à moi. On va en reparler après. Et comment j'ai fait le lien avec l'histoire en fait familiale ? Eh bien, Vever et notamment, désolée pour cette petite soirée. Vever, voilà, j'ai de la visite. Vever était extrêmement connu durant la période Art Nouveau, qui est une période qui à peu près correspond à la période de la Belle Époque, donc à peu près 1880-90 jusqu'à 1914. Il était vraiment pionnier en fait dans l'Art Nouveau. Et qu'est-ce que c'est l'Art Nouveau ? Eh bien, c'est un courant artistique qui a vraiment secoué les différents codes, dont les codes de la joaillerie. Donc en fait, il
c'est l'apparition de ce qu'on appelle du bijou moderne, c'est-à-dire que le bijou a de la valeur non pas seulement en fonction de la valeur vénale des matériaux qui le composent, mais plutôt au regard de l'univers artistique qu'il représente, de l'esthétisme du bijou, du choix des matériaux, des couleurs des matériaux, de l'histoire qu'il raconte. D'accord. Et c'est vrai que donc les bijoux Art Nouveau de Weber, en fait, vous avez quasiment pas de pierres précieuses, par exemple, dessus. Il y a beaucoup d'émail, donc c'est une sorte de verre. Il y a des pierres qu'on appelle fines semi-précieuses. Donc, en fait, il n'y a pas forcément beaucoup de diamants, etc. Et donc, c'est vrai qu'à l'époque, ça a choqué. Je veux dire, d'ailleurs, il y a pas... tous n'ont pas suivi le mouvement. Et certains bijoux, d'ailleurs, de l'époque de Weber étaient qualifiés de bijoux barbares par la critique de l'époque. Même si Weber a gagné 4 grands prix aux expositions universelles. Et donc, je trouvais que c'était un joli clin d'œil, finalement. Parce que moi, je propose, en fait, également un luxe nouveau, différent de ce qu'on peut proposer. Comment ? Parce qu'en fait, j'ai cru comprendre que tu avais comme objectif de refondre, de réutiliser les matériaux. Est-ce que c'est toujours ça ? Ou je me trompe ? Non, mais t'as partiellement raison. Je t'explique. C'est-à-dire que, alors, nous, en effet, nous, déjà, on a le statut d'entreprise à mission. Et dans ces objectifs, on a 3 objectifs. On a un objectif environnemental, un objectif sociétal, et puis territorial, pardon, et un objectif autour de la femme. Sur notre objectif environnemental, on ne fait pas de mining, quoi. On n'utilise pas de pierres extraites de mines. D'accord. Donc, on n'utilise que des diamants qui sont créés en laboratoire. C'est ça. Les fameux diamants de DiCaprio, à l'époque. Voilà. Moi, je les appelais comme ça parce que c'était un des premiers à y aller. Voilà, exactement. Les diamants de synthèse. Exactement. Et on n'utilise que de l'or recyclé. Et l'or recyclé, c'est-à-dire que c'est de l'or que tu vas récupérer sur des bijoux existants, en fait. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a des affineurs, donc par exemple la Samp ou même Umicore, qui sont spécialisés dans l'or recyclé. Ils ont un label, RJC COC, Chain of Custody, donc qui permet de s'assurer de la traçabilité, en fait, et que c'est bien de l'or recyclé jusqu'au lingot, qui sont spécialisés dans le recyclage de l'or. Donc en effet, ça va être à partir de vieux bijoux, à partir de matériaux industriels, même tout ce qui est dentaire, etc. Donc, nous, on réutilise ça, parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a plus d'or au-dessus de la terre qu'en dessous de la terre. Donc, ça me semble être une hérésie de continuer l'extraction aurifère alors que l'or, entre guillemets, est présent. Et on a décidé d'utiliser des diamants de laboratoire. Pourquoi ? Parce que un diamant de laboratoire, c'est un diamant, sauf qu'il a été créé en laboratoire. On prend les plus beaux. Donc, pour moi, il n'y a pas de sujet. Je propose le même produit. Et je ne travaille qu'avec un producteur. Alors, franchement, moi, j'ai vu 2 diamants côte-côte. Mais c'est la même chose. Tu fais pas. T'as le même c'est pareil. J'ai un producteur qui est ce qu'on appelle SCS. Donc, en fait, il a une empreinte carbone qui est nulle. Il est audité tous les ans sur tout ce qui est ESG, donc environnemental, social, et tout ce qui a trait également à la gouvernance. Et tout est traçable de A à Z. Et moi, en fait, quand j'ai voulu relancer Weber, il y a la métaphore du bijou qui est très importante. En fait, c'est quoi la métaphore du bijou ? On s'achète un bijou, c'est quoi ? C'est un synonyme d'amour, en fait. Quand on offre un bijou, ça revêt une signification qui est hyper importante. Je veux dire, il faut qu'on soit certain, en fait, que les matériaux soient cohérents et de cette métaphore, en fait. Et aujourd'hui, en fait, quand vous achetez un diamant de mine, on n'est pas du tout sûr de savoir de quelle façon il a été extrait. Donc déjà, il y a les conditions d'extraction minière. Ensuite, il y a les questions de blanchiment d'argent, les questions de rétrocommission, parce qu'il y a genre une dizaine intermédiaires. Et puis, il y a les conditions de travail. Et puis, il y a également les diamants de conflit. Bien sûr. Là, par exemple, avec la Russie, Alrosa, c'est quand même le premier, avec De Beers, il occupe 30% en fait, du marché du diamant brut. Et aujourd'hui, les diamants de Alrosa qui sont vendus, ils financent en fait le conflit en Ukraine. Et alors, il y a certains pays, c'est très bien, du type les US, qui ont dit « Ok, on n'importe plus de diamants d'Alrosa ».
Sauf qu'après, il y a tout un sujet de transformation du diamant. C'est-à-dire que Alrosa, en fait, la plupart de ces diamants vont en Inde ou en Chine pour être taillés, pour être polis. Et ensuite, ils repartent. Bien sûr. Mais ceux-là, en fait, ils sont achetés. Bien sûr. Et en fait, moi, aujourd'hui, j'ai pas envie de me poser la question, en fait. Je me dis, aujourd'hui, j'ai exactement le même produit qui fait du bien en plus à la planète. Parce que j'ai même pas parlé des catastrophes au niveau de la planète. Et je peux proposer ça aujourd'hui. Et je trouve ça hyper beau, en fait. Et aujourd'hui, j'ai des clients, vraiment. J'ai des clients qui viennent me voir, des jeunes, qui me disent, voilà, moi, je viens vous voir parce que en fait, je veux pas participer à cette fabrication. Enfin, à cette économie. Voilà. J'aimerais que tu nous parles un tout petit peu de tes appréhensions. C'est-à-dire que, sans pour autant rentrer dans les détails, mais c'est quand même très courageux, je te le disais avant qu'on enregistre, mais je trouve que ta démarche est super courageuse. Audacieuse aussi. Mais du coup, est-ce que tu as pensé aux difficultés quand tu t'es dit « Ok, j'y vais », etc. Parce qu'on sait très bien, je pense, aujourd'hui, et c'est quand même relativement connu, qu'une marque de joaillerie, c'est pas facile. C'est-à-dire que t'es pas allé dans un secteur, si tu veux, où tu t'es dit du jour au lendemain, je vais pouvoir vendre à tout va, distribuer à tout va. Enfin, voilà, on le sait plus ou moins, c'est un secteur compliqué. Alors, tu as eu la chance d'avoir une marque qui existait déjà, donc tu n'as pas déjà créé une marque from scratch en te disant je crée une marque de joaillerie, même si beaucoup l'ont fait. Enfin, pas beaucoup justement, mais que certains l'ont fait. À quoi tu as pensé, en fait? Quelles ont été tes grandes appréhensions quand tu t'es dit je me lance? Alors, bizarrement, j'avais pas d'appréhension. En fait, je crois que j'étais tellement déterminée que personne ne pouvait me faire changer d'avis. Vraiment personne. En plus, moi, j'ai quand même commencé mon projet avec une grosse épine dans le pied. C'est que je ne disposais pas de la propriété intellectuelle de Wever. Parce qu'en fait, mes parents, mes grands-parents, mes oncles n'avaient pas déposé le nom Wever, qui est en fait une formalité assez simple. On le dépose auprès des dépôts des marques, donc c'est des pays en France, le IIPO en Europe. Et en fait, c'est un fonds spécialisé dans le réveil de belles endormies qui avait déposé Wever partout. Non. Si. Oula. En fait, j'ai commencé par un contentieux. Donc, en fait, l'argent... Reprendre la marque, en fait, c'était ça ton premier sujet. Mon premier sujet, c'était ça. Le droit de propriété intellectuelle. Voilà. Donc, dans mon analyse stratégique, bien sûr, j'avais regardé ça. J'avais fait une petite consultation également juridique pour voir les leviers qui s'offraient à moi. Et en effet, il y a notamment le sujet du droit patronymique en France qui protège quand même les marques patrimoniales. Voilà. Ouais. Mais voilà, j'ai commencé par un contentieux qui n'était pas facile, avec des lettres d'avocat. C'est pour ça que moi, au début, j'ai lancé Wever sous le nom Camille Wever. C'est pour ça que j'ai un compte Instagram Camille Wever, en fait. D'accord, ok. En fait, je suis pas tellement influenceuse. J'ai plutôt fait Camille Wever pour lui couper l'herbe sous le pied, pour qu'il puisse rien en faire et qu'il soit finalement forcé à trouver une solution avec moi. Et il avait même fait opposition sur ma marque Camille Wever. Donc, en effet, j'ai mal commencé. Et tout mon argent allait dans les trucs d'avocat. Ah, mais c'est réglé maintenant? Maintenant, c'est réglé. Ouais. Maintenant, c'est réglé. Parce que je pense qu'il a été, et franchement, et je le remercie, parce que maintenant, on s'entend très bien. C'est Arnaud de Lumène. Et d'ailleurs, il a investi là dans Wever. Et en fait, il a été un peu dommage de ne pas le faire. Il a été touché par l'histoire. En fait, sûr. Il s'est dit, je vais l'aider. Elle est tellement combative, parce que notamment, un jour, on s'est rencontrés, il m'a dit, voilà, et puis il voulait pas lâcher le truc, et je lui ai dit, mais en fait, vous avez pas compris, moi, je m'en fous, même si je dois être sur clochard, je le ferai, même si je dois aller en prison, je le ferai. Et je crois que ça l'a marqué, cette phrase, mais que c'est là où j'ai eu un peu son respect, et où il s'est dit, non, mais en fait, il faut qu'on trouve une solution qui soit également gagnant-gagnant. Bon, et l'argent dans tout ça, parce qu'il faut beaucoup d'argent. Et alors, l'argent, moi, j'ai fait plusieurs levées de fonds. En fait, quand j'ai monté donc Camille Wever, qui est devenue Wever, déjà, j'avais fait de la love money. Donc, moi, j'avais mis déjà pas mal d'argent, et puis ma famille avait mis un peu d'argent. Et ensuite, en fait, j'ai rencontré des personnes qui m'accompagnent aujourd'hui, la société Luxe Impact, qui, en fait, ce sont des experts du secteur. Des anciens de quartier d'Harry Winston, donc Frédéric Denarbe, qui est l'ancien CEO du groupe Harry Winston, qui est quelqu'un de formidable, que j'adore,
Coralie de Fontenay aussi, quelqu'un que j'apprécie énormément, c'est-à-dire qui est très investie dans tout ce qui est HEC et tout, parce qu'elle a fait HEC, qui est l'ancienne DG de Quartier France. Je connais son nom très bien. Voilà. Mm-hmm. Et Sandrine Delage, qui est une ancienne directrice créative aussi de plein de trucs, mais de Harry Winston, de Cartier, qui est une fille exceptionnelle aussi, qui est voilà. Et en fait, moi je les ai rencontrés et en plein milieu du projet. Et on s'est dit qu'on allait le faire ensemble. Donc, c'est là où j'ai fait une deuxième levée de fonds. Donc, moi, j'ai remis tout l'argent qui me restait. Et Damien, mon frère aussi, a mis de l'argent. Et donc, Lux Impact. Et ensuite, on a refait une levée de fonds, mais beaucoup plus conséquente, en juillet de l'année dernière. D'accord. Damien, c'est ton... Mon frère jumeau. Oui, et puis du coup, il est... Mon frère triplé. Et du coup, il a un poste opérationnel avec toi. Il a un poste aussi opérationnel avec moi. C'est ça. Exactement. Tu as des... Alors, le sujet, on l'a abordé rapidement tout à l'heure, mais quand tu parlais d'entreprise à mission, tu as parlé de la verticale féminine. Ouais. Toi-même, tu étais déjà impliquée. Enfin, j'ai cru comprendre que tu avais déjà une affinité dans ce domaine. J'ai lu Elle en ville. Ouais. Elle dans la ville. Elle dans la ville, pardon. Ouais. C'est quoi ? Alors, en fait, c'est... C'est une association ? Oui, c'est une association, mais en fait, c'est l'association Sport dans la ville. Et au sein de Sport dans la ville, en fait, il y a plusieurs lignes. En fait, il y a Entrepreneurs dans la ville, Elle dans la ville. Et donc, moi, je soutiens l'association Elle dans la ville, mais sous forme de mentorat. D'accord, c'est ça. Et comment tu implémentes, on va dire, ou comment tu diffuses cette vocation féministe au sein de l'entreprise? C'est-à-dire, quand tu dis c'est une entreprise à mission avec une verticale femme, comment ça se traduit? En fait, quand tu es entreprise à mission, donc tu as les objectifs dont je t'ai parlé, et puis devant ces objectifs, en fait, tu as des KPI, donc des indicateurs clés, chiffrés, financiers, avec des objectifs qui sont revus dans le cadre d'un comité de mission et qui sont audités pour s'assurer que c'est pas du pipeau. Qui est-ce qui donne ce tampon d'entreprise à mission? Alors, en fait, tu te déclares entreprise à mission dans les statuts où tu dois décrire tout ce que tu as mis en place, tes objectifs, etc. Et ensuite, tu as un comité, un organisme indépendant, un ETI, qui effectue un audit pour s'assurer en fait que tout ce que tu as mis dans tes statuts et tous les critères qui sont indispensables pour être entreprise à mission soient respectés. Et il y a également, quand tu es entreprise à mission, il faut que tu constitues ce qu'on appelle un comité de mission qui se réunit une fois par trimestre. Et dans ce comité de mission, tu as les parties prenantes de Vever. Donc, je vais avoir un actionnaire, je vais avoir une salariée et fournisseur et également une experte de tous ces sujets-là. Et donc, on a notamment Anne Mollet, qui est la directrice générale de la communauté des entreprises à mission. Donc, c'est hyper fort pour nous parce que c'est un vrai garde-fou, quoi. Tu as une taxe à payer, ça se traduit par... Non, j'ai pas de taxe à payer. Après, j'ai tout un rapport de mission. C'est lourd. C'est lourd en termes d'organisation. C'est hyper lourd. C'est-à-dire que j'ai tout un rapport de mission également à faire. J'ai tous mes KPIs qui sont suivis. Moi, en fait, l'entreprise à mission, c'est quand tu réfléchis vraiment l'ensemble de ton business model au regard de ta mission d'entreprise. Et moi, ma mission d'entreprise, c'est de proposer une joaillerie responsable de l'homme et de la nature. Donc, je ne raisonne que comme ça. D'accord, j'ai compris. Et j'ai 3 objectifs. J'ai un objectif environnemental dont je t'ai parlé. J'ai un objectif territorial, donc tout est fabriqué en France également. Et puis, j'ai l'objectif féminin dont on vient de parler. J'ai un peu le sentiment comme ça, en ayant préparé ton interview, qu'il y a une force féministe derrière toi qui t'accompagne depuis le départ, qui a envie de t'aider. Donc j'ai entendu des noms type Pauline Duval, qui est financière, plutôt dans le secteur industriel. Il y a Raja Mekwar, que j'ai rencontré moi-même dans mon parcours. Ah, c'est pas vrai? Oui. J'adore Raja. Elle est fantastique. Elle est géniale. Elle connaissait mon ancien patron. Elle est financière pure. Et puis après, tu as Maha, que j'adore. Daoudi aussi. Et Valentine de l'Astérie, que j'ai eu la chance de recevoir dans le podcast. Coucou Valentine, si tu nous écoutes. Voilà. Et si tu veux, c'est des gens c'est des femmes qui t'ont accompagnée. Et cet accompagnement, ce mouvement que tu as créé autour de toi, j'ai un peu l'impression que tu as envie de
le reproduire ou en tout cas de le faire ressentir pour la cible en fait à laquelle tu t'adresses. C'est-à-dire que c'est une femme forte, tu vas nous en parler un peu, mais qui achète un bijou Wever aujourd'hui? Ou qui, en tout cas, qui tu cibles, tu vois? Alors en fait, aujourd'hui, nous, on a, on va dire, entre guillemets, 2 types de ce qu'on appelle persona. Donc nos clientes imaginaires, mais qui maintenant ne sont plus imaginaires, elles sont bien réelles. Elles ont fait le chèque. On a la cliente qui vient, la porte d'entrée, c'est l'éco-responsabilité. C'est le fait que voilà, c'est des produits, en effet, où on est entreprise à mission, et ensuite ils sont amoureux du design, et donc ils achètent chez nous. Et cette femme-là, en fait, c'est une femme de conviction, qui souvent, d'ailleurs, s'achète un bijou pour elle, et qui veut que ses actes d'achat correspondent à ses valeurs, en fait. Donc ça, on en a beaucoup. Mais tu as aussi, j'ai cru comprendre, excuse-moi, je te coupe. Vas-y. Tu as aussi des modèles qui sont destinés aux hommes comme aux femmes? Alors, on est en train de développer les modèles des hommes. D'accord. Ouais. Okay. Mais on n'a pas encore. D'accord, ok. J'ai cru comprendre qu'il y avait déjà des choses. Non, il y a des choses. Donc, conquérante, engagée, en fait, qui te ressemble un peu, finalement. Oui, c'est ça. Dans l'absolu, c'est un peu ça. Oui, tout à fait. Est-ce que ça a été limpide pour toi de travailler en famille? C'est-à-dire que vu que tu travailles aujourd'hui avec un de tes frères, il y a quelqu'un d'autre de ta famille avec toi aujourd'hui? Non, il y a juste Damien. Alors après, j'ai une partie de la famille qui a investi. Oui, ça, tu me l'as dit. Dans la société. Mais en fait, ça s'est fait de façon très naturelle parce qu'en fait, Damien, il m'a suivi dès le départ. En fait, il m'a suivi avant ma rencontre avec Luxe Impact. D'accord. Il travaillait. Il avait un très gros poste chez Philips. Et tout en travaillant, il suivait, en fait. Il participait aux réunions. On avait fait des focus group aussi également sur... Donc, c'était naturel qu'il te rejoigne. C'était naturel. Qu'est-ce que aujourd'hui, quel est l'objectif de Wever, en fait, dont tu peux nous parler? Je ne veux pas révéler des secrets de guerre, mais voilà, quand tu as élaboré la stratégie de ta marque, tu t'es dit... c'est quoi l'objectif ou en tout cas le rêve avec une date? Alors moi j'ai 2 choses. J'ai un rêve qui est un peu idéologique. Comme je disais, je suis une femme de conviction. Et en fait, moi je veux initier une transformation du secteur de la joaillerie. D'accord. Tout simplement. Tu veux dire? C'est-à-dire que... Au niveau du diamant de synthèse, au niveau du diamant, au niveau des matériaux qui sont utilisés, au niveau de la fabrication, etc. D'ailleurs, tu es que made in France, on ne l'a pas dit ça. Je suis que fabriquée en France, je valorise le savoir-faire français, le génie humain, le travail artisanal français, et ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Et moi, je trouve que c'est en fait le devoir des entreprises, c'est ça en fait, c'est de valoriser tout ce travail artisanal. En fait, ce qu'on propose, c'est un petit bijou d'art, quoi. En fait, derrière un bijou, il y a une dizaine de personnes qui ont travaillé quand même. Faut quand même le savoir. Surtout que moi, j'étais dans des ateliers, j'étais très, très étonnée. Mais ouais. J'ai eu la chance un jour de visiter des ateliers dans le 9e. Ouais. Et j'étais étonnée de voir que tu avais des bijoux qu'on allait vendre des millions, presque 1 million. Ouais. Fabriqués sur un coin de table, enfin tu vois, c'est des trucs on se rend pas compte. C'est hyper artisanal. Ouais, c'est très artisanal. En fait, le métier n'a pas tellement évolué, sauf sur la partie conception 3D où maintenant, en effet, on fait des 3D, des dessins, voilà. Mais sinon, tout reste hyper artisanal, fait à la main. C'est vraiment une expertise dingue. Et en fait, la joaillerie, c'est à l'origine français. Il y a des vraies expertises en France qu'on n'a pas à l'étranger, vraiment. Et à un moment, il faut aider à pérenniser ça. Et moi, ça fait aussi partie de mon devoir et de ma mission. Et mon autre mission, eh bien, en effet, c'est de faire bouger les choses, quoi. Pour moi, aujourd'hui, il est scandaleux qu'il n'y ait pas... Même le process de Kimberley, quoi. Je suis désolée, pour moi, c'est une énorme blague, quoi. C'est-à-dire le process de Kimberley, c'est un forum de négociation internationale qui a été créé dans les années 2000, suite justement au scandale de Blood Diamond et des diamants qu'on appelle diamants de conflit. Donc, à l'origine, l'initiative, c'est une bonne initiative, c'est-à-dire que autour de la table se réunissent les pays producteurs de diamants, des associations et sociétés civiles, et puis également des entreprises
du secteur et l'origine de ce process, c'était d'avoir une certification Kimberley sur les diamants pour s'assurer quand tu achètes un diamant qui est le process Kimberley, que c'est pas un diamant qui vient d'une zone de conflit, qui a pas eu de problématique de blanchiment d'argent, etc. Mais c'est du pipeau. Déjà, en fait, les pays membres, déjà, il y a le Zimbabwe, quoi. Je veux dire, on va faire un petit audit sur les mines. Là-bas, les conditions sont désastreuses. Il y a des problématiques de blanchiment d'argent. Et puis, le diamant de conflit, la manière dont il a été défini, en fait, de façon juridique, parce qu'en fait, bien sûr, il s'arrête à la définition juridique, ça concerne uniquement tout ce qui est coup d'État. Donc, typiquement, ce qui se passe en Ukraine, etc., c'est pas vu aujourd'hui. Voilà. Comprends. Il faut qu'il y ait un coup d'État. Et voilà. Et en fait, personne n'a parlé de ça, des problématiques. Et donc, moi, je trouve qu'à un moment, mais c'est tellement fake, c'est tellement du greenwashing, en fait. Moi, ça me révolte, en fait. Ça me scandalise. Et c'est pour ça que j'ai pas du tout voulu regarder ça. Et que quand j'ai vu qu'il y avait cette alternative qui existait, je me suis dit, mais c'est magnifique. Et ce qui est bien avec, justement, le diamant de laboratoire, c'est que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui en parlent, etc. Mais ce qui est bien, c'est que ça fait quand même bouger les choses. Et aujourd'hui, les entreprises du secteur travaillent quand même beaucoup sur leur chaîne de traçabilité et sur la filière. Et ça, je trouve ça bien. Donc moi, mon objectif, je parle depuis 150 ans, mais c'est en tout cas aider à initier une transformation du secteur. Vraiment. Et bien sûr, faire en sorte que Vever redevienne au firmament et figure parmi les grands, mais dans la joaillerie, justement, responsable. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de toi à titre perso, en nous disant, est-ce que tu as des rites et rythmes c'est quoi une journée de Camille, tu vois, puisque tu es maman je sais pas quel âge ont tes enfants. Ils ont 8 et 3 ans. Ouais, c'est du boulot. C'est chaud. J'ai cru comprendre que tu étais ultra sportive aussi. Ouais, alors là je suis un peu moins, mais alors, je vais m'y remettre. Mais ouais. Non, mais en fait, est-ce que tu as... je vais pas te dire, parce que j'ai vu une vidéo de Sista qui m'a fait tellement rire. C'est quoi ta morning routine? Je sais, je l'ai adorée. Elle est fantastique. C'est trop drôle. C'est très drôle. J'adore. Ouais, vraiment. Tu sais qu'on me l'a déjà posé en entretien. Bah, je sais, moi aussi, t'inquiète pas. Non, c'est quoi ta morning routine, quoi? Ouais, t'inquiète pas. Je pense qu'on est à peu près toutes passées par une ou deux questions qu'on a posées dans cette vidéo. Non, mais voilà, enfin, est-ce que t'as, je sais pas moi, est-ce que t'as des rituels? Est-ce que t'as des habitudes? Parce que voilà, t'es patronne. Moi, je suis toujours intéressée de savoir comment fonctionnent les patronnes aujourd'hui, tu vois. Alors, sans pour autant te demander quelle crème tu mets le matin. Alors, le matin, je mets plusieurs crèmes. Non, n'empêche que je mets pas mal de crème le matin. Non, alors moi... Donc, c'est vrai que moi, c'est assez sportif parce que j'ai 2 enfants à la maison. Surtout le petit dernier, 3 ans, c'est assez chaud à l'âge de 3 ans. Et en plus, c'est vrai que... Comme je bosse beaucoup, il ne me voit pas entre guillemets suffisamment, donc il me le fait entre guillemets un peu payer à juste titre. Mais donc moi, tous les matins, j'emmène mon fils aîné, Gaspard, à l'école. Donc déjà, c'est important parce qu'on a 15 minutes ensemble et ça, c'est sympa. Et ensuite, tout de suite, eh bien, j'arrive au bureau. Et là, on est vraiment entre guillemets en mode start-up. Donc en fait, j'ai plein de sujets différents. J'ai beaucoup de sujets forcément autour de la production. Je suis ce qui est en cours. Je regarde également la partie développement avec Sandrine Delage, notre directrice créative. C'est ça ici. On est une dizaine. Je regarde on regarde ce qu'on va sortir, ce qu'on va pas sortir. On regarde les chiffres. Bien évidemment, il y a une grosse partie tout ce qui est com aussi, parce que là notamment on est en train de refaire toute la partie communication et donc ça également je fais. J'ai pas mal aussi de sujets RP, journaliste, voilà. Et puis après. Je fais beaucoup de réseautage en fait pour faire connaître Vever. Donc j'ai beaucoup de déjeuners, j'organise beaucoup de cocktails. Je fais beaucoup de choses aussi avec des écoles, avec des entreprises. Mais on va dire que chaque journée est un petit peu différente et puis assez à rallonge en fait, parce que très souvent j'ai des cocktails, des trucs qui sont prévus le soir, mais c'est aussi beaucoup dans le cadre du boulot. Alors après, moi pour mes enfants, je me suis quand même réservé le lundi et mardi où je sors entre guillemets plus tôt. Comme ça me permet de passer 1 heure et demie le soir avec eux. Bon, et là c'est vrai que je bosse le samedi aussi, donc c'est un peu compliqué, mais bon, j'essaie de me rattraper le dimanche. Et puis, je me dis qu'ils comprendront parce que je fais ça aussi pour eux. Donc, voilà. Et puis là, comme on a vachement embauché et tout, je pense que je serai plus obligée de bosser tous les samedis.
On va arriver à la fin de notre conversation. Est-ce que tu peux me répondre alors, je pose toujours les mêmes questions en fin d'interview. C'est est-ce que tu auras un coup de cœur un coup de cœur, ça peut être, je sais pas, n'importe quoi. Une pièce de théâtre, un film, ta marque, enfin, peu importe. Une rencontre, un livre. Ensuite, c'est un coup de gueule. Peu importe le secteur, et ta vision de la France. En sachant que tu ne peux... Enfin, t'es pas obligé d'avoir un coup de cœur, t'es pas obligé d'avoir un coup de gueule, et la vision de la France n'est pas une question politique. Alors, un coup de cœur... En fait, j'ai eu pas mal de coups de cœur de personnes récemment. Parce que dans le cadre en fait, de ce projet, j'ai rencontré des personnes que je pense que je n'aurais jamais rencontrées avant, que je trouve formidables et qui m'ont fait grandir, en fait, parce que j'ai appris beaucoup de choses à leur côté. Donc, il y a Sandrine Delage, la directrice créative. Il y a Sylvie Ohaillon, qui est écrivain, qui nous accompagne sur la partie com, etc. Il y a également Coralie de Fontenay. Donc en fait, Ingrid Jonawski, donc en fait, et Laurence Simoncini aussi, qui a fait tout le showroom. En fait, j'ai découvert des personnalités. Et il y a certaines avec qui je m'entendais pas trop. Franchement, Coralie, je m'entendais pas trop au début. Ça a été très compliqué. Et en fait, j'ai vraiment appris à la connaître. C'est une femme qui est formidable. Et donc, j'ai vraiment eu des coups de cœur comme ça. Et ça m'était pas arrivé depuis longtemps. Donc ça, je dirais que c'est mon coup de cœur. Mon coup de gueule, mais je pense qu'on l'a compris, c'est toute cette hypocrisie qu'il y a autour du secteur de la joaillerie, des diamants de mine, du bashing qu'il y a sur le diamant de laboratoire uniquement pour des raisons mercantiles, parce que ça remet en cause leur business model. Quoi. Moi, en fait, ça me fait vomir. Voilà. Et le troisième point, c'était ma vision de la France. Ouais. C'est une question très large. Ouais. J'aime bien voir ce qui arrive en premier. Ouais. Tu peux me dire c'est un très beau pays, j'adore. Bah ouais, en fait, je trouve que c'est un très beau pays. Moi, je trouve que les Français ont un sale caractère, mais c'est l'exception. C'est l'exception française, c'est ce qui nous définit. En fait, on ouvre notre gueule. Donc non, pour moi, voilà, la France, c'est un pays qui est fort, avec une très forte histoire, avec une très forte culture et qui ne peut pas laisser indifférent, en fait. Et j'ai confiance en la France. Merci beaucoup Camille pour notre échange. Je te souhaite une très belle route et à bientôt. Merci Estelle. J'étais ravie en tout cas. À très bientôt. Bye. Voilà les amis, c'est la fin de cette interview, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importants pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast, Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode.